On va passer à la session des questions. Je voudrais juste rajouter quand même une petite chose à votre présentation. Moi qui m'a le plus étonné, c'est la traçabilité. Chaque camion qui arrive de ces trois centres d'incinération, Monaco, Nice et Toulon, sont répertoriés et gardés combien? 10 ans? C'est combien que vous gardez le temps Oui, c'est incroyable. Il y a une traçabilité absolument... Prenez le micro si vous parlez. Une traçabilité absolument incroyable. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a 0 déchet à la sortie. C'est comme dans le cochon, tout est utilisé en entier, et avec des minerais, par rapport aux minerais naturels, bien plus riches, parce que les ferreux ou les non-ferreux contiennent à l'intérieur des pourcentages de métaux qui sont supérieurs à ce qu'on trouve dans une mine où on extrait les minerais naturels. Voilà, on va passer aux questions. Oui ? Merci à vous. Première question pour Monsieur Hajdari. Aujourd'hui, quel est le poids ou le nombre des éoliennes arrivées en phase de recyclage? Alors, comme j'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas de recyclage du tout d'éoliennes à un niveau. Donc, les pales d'éoliennes, ce que vous avez vu sur la photo, c'est depuis quelques années, puisqu'on arrive à la fin de vie de certaines éoliennes, les pales sont juste coupées en énormes tronçons et enfouies. Ok, merci. Deuxième question pour Monsieur Antosanti. Là, aujourd'hui, on tend on enlève normalement les déchets alimentaires d'ici 2024. Quel sera l'impact sur les mâches-fer, sur la qualité des mâches-fer? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a en permanence, ces dernières années, des évolutions de la qualité de ce qu'on appelle ordures ménagères, qui est un mélange. Aujourd'hui, sur les centres de valorisation énergétique, il n'y a pas eu encore d'effet qui suppose qu'on ait complètement modifié ce qu'on appelle le diagramme de four et la gamme dans laquelle ce four-là est efficace. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été constaté. Ensuite, votre question est bien entendu pertinente, c'est-à-dire que si on enlève la matière organique, on va enlever beaucoup d'eau, et donc on va en théorie augmenter le pouvoir calorifique. Donc ce sont des évolutions à prendre en compte. D'ailleurs, puisque cet après-midi, on parle de valorisation énergétique aussi, une des tendances aujourd'hui, c'est non plus de valoriser énergétiquement les ordures ménagères brutes, mais c'est de produire à partir des ordures ménagères incombustibles, qu'on va appeler RDF, qu'on va appeler CSR, et qui va avoir un pouvoir calorifique bien plus fort, et donc un rendement énergétique bien plus conséquent. Okay, merci. Il faudra peut-être changer les techniques de brûlage, du coup. Oui, bonjour. Cette question, c'est pour Monsieur Parsa. Vous avez parlé pour la séparation du silicium et de l'argent de gravure chimique. Ça consiste en quoi? Je vais pas pouvoir vous donner beaucoup de détails. Il y a un brevet qui protège ça. Donc on utilise une chimie qu'on va qualifier de chimie douce, par opposition aux techniques classiques qui consistent à repasser, à utiliser des acides forts. Mais je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, je suis désolé. Non, je ne peux pas, j'ai les béquilles, excusez-moi. Pour M. Anton Santi, concernant Monsieur Anton Santi, pour les métaux lourds dans l'alter grave, qu'est-ce que vous faites un traitement spécifique? Comment vous gérez ce problème, les métaux lourds? Alors, ils sont caractérisés sur les paramètres intrinsèques des mâches-fer. Et ensuite, lorsqu'on parle de déchets non dangereux, ça veut dire qu'on a une quantité de métaux lourds lessivables qui est en dessous d'un seuil qui est très très bas et qui permet de classer ces matériaux dans les déchets non dangereux au départ. Une fois qu'on a fait le processus de maturation, ce que je disais, c'est qu'il y a une évolution du pH dans le processus de maturation des mâches-fer, enfin des graves de mâche-fer, qui permet de capter en fait ces métaux lourds et de les rendre non lessivables. Donc c'est analysé en sortie en fonction des tests de lessivation qui sont des tests normalisés. Mais une partie
Une partie a été récupérée par le processus des électroaimants, notamment, hein, puisqu'ils font partie des métaux non ferreux. Pas des électroaimants. Des courants de Foucault, oui, tout à fait. Oui. J'ai une question pour Monsieur Anto Santi, moi aussi. Je voudrais savoir qui sont les scientifiques ou les organismes qui décident de l'acceptabilité de ces matières dont vous nous avez parlé, les alters graves. Alors, j'ai cité des références, mais sans les détailler. Vous avez un arrêté ministériel qui date du 18 novembre 2011 qui détermine, qui encadre tout ça. Vous avez un guide CETRA-CEREMA qui donne aussi des indications sur l'acceptabilité environnementale de ce type de matériaux. Donc je vous invite, c'est assez conséquent hein, à chaque fois, je vous invite à les consulter, mais ce sont des organismes d'État et le législateur qui ont déterminé tout ça. Oui, bonjour. J'ai une petite question concernant le silicium pour les panneaux photovoltaïques. J'ai trouvé ça assez effarant que 40% de pertes soient constatées sur les lingots purs. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de faire des wafers directement, sans passer par l'étape lingot? Non, parce qu'en fait, l'étape de lingot, elle a pour but de passer de morceaux de silicium très purs pour en faire un monocristal. C'est le seul moyen qu'on ait pour en faire un monocristal. Et aujourd'hui, toutes les technologies photovoltaïques, elles sont basées sur des monocristaux. Donc aujourd'hui, on n'a pas de solution pour faire directement des wafers. Question en haut. J'ai une question pour Armand Adjari. Est-ce que, à l'usage, les pales d'éoliennes en résine émettent des nanoparticules, tout comme les pales actuelles? Alors, la réponse honnête est que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'émettent les pales actuelles. Ce que je peux vous dire, c'est que en fait, je ne pense pas que ce soit ce qui est émis, ce n'est pas la résine elle-même. Toutes ces structures sont recouvertes soit de films protecteurs, soit de peinture, en particulier les bords d'attaque qui subissent une abrasion la plus forte et qui sont censés les protéger. Donc en général, on met des matériaux qui sont encore plus résistants que la structure elle-même. Et donc de ce point de vue-là, pour l'instant, je parlais plutôt de la masse des matériaux. Je n'ai pas d'informations, mais il n'y a pas de différence de ce point de vue-là entre les technologies existantes et celles comme celles que je vais présenter qui sont envisagées aujourd'hui. Mais c'est un vrai challenge. Et j'allais dire de façon générique dans l'industrie, les problématiques de revêtement et de protection des surfaces qui augmentent la durée, essentiellement, sont une source potentielle de particules lors de l'usure. Oui, bonjour. Une petite question annexe pour M. Adjari. Est-il vraiment raisonnable et économique d'envisager de construire encore des éoliennes géantes ou plus grandes que ce qui existe? Problème de transport. Alors, la raison pour laquelle c'est une trajectoire qui se poursuit depuis plus d'une dizaine d'années, et quand vous discutez avec les acteurs, ils sont quand même sur cette ligne, c'est qu'il y a des bénéfices en coûts intégrés d'exploitation, de fabrication, etc. Je dirais l'équation écono-technologique, elle est là. Après, les éoliennes ont aussi des challenges qui peuvent être liés à l'acceptabilité, au déploiement, offshore, à quelle distance des côtes, etc. Si vous êtes à une distance assez significative des côtes, la réponse économique et de point de vue d'usage de matériaux est qu'il vaut mieux faire des grandes éoliennes. Vraiment très grandes, parce que on arrive à des envergures de 300 et quelques mètres, 350 mètres. Écoutez, en tout cas, il y a les sociétés qui font des pales continuent à faire du développement pour arriver à avoir des structures qui tiennent avec ces distances-là. Quand vous regardez les équations sur la production de puissance par rapport au vent,
vous avez un bénéfice clair. C'est pour ça qu'elles ont en continu fait ces efforts-là dans les dernières années. Donc ensuite, on va arriver peut-être à des limites. Comme vous le voyez, la fabrication des objets elle-même devient un challenge, ce qui fait qu'on commence à voir des solutions qui sont explorées. Il y en a par exemple sur des projets du DOI où les éoliennes deviennent modulaires dans leur design, et au lieu d'être une seule pièce composite, on commence à avoir des tranches qui sont assemblées et qui permet un autre passage à l'échelle. Merci. Monsieur Pelin. Oui, dans le prolongement de cette question, vous avez indiqué qu'Arkema, oui, ici. Voilà. Dans le prolongement de cette question, vous avez indiqué qu'Arkema développait Hélium depuis une dizaine d'années. Quelles sont, d'après vous, les perspectives de mise en œuvre d'éoliennes renouvelables, recyclables? Comment est-ce que vous voyez le marché, les évolutions du marché, etc. Alors, comme quelque part vous dire, oui, ça fait depuis plus de 10 ans que les principes de cette solution ont été énoncés. On démontre les choses peu à peu, c'est lent. On a schématiquement l'Europe, en particulier l'Europe du Nord, qui est un peu en avance de phase, et donc on a des appels d'offres qui sont faits maintenant qui systématisent la mention que les systèmes déployés doivent être recyclables. Comme je l'ai dit, pas à mon avis avec des éléments qui soient suffisamment contraignants. L'autre endroit où on voit ces parties ressources envisagées, c'est la Chine, où la Chine, qui a un parc énorme, on a des acteurs chinois qui commencent à traiter ce sujet parce que l'orientation, ce n'est pas une demande marché court terme, c'est une orientation politique qui les pousse à rechercher. Il y a quelques appels du DOE, Department of Energy, aux États-Unis qui regardent dans cette direction. Donc c'est un chemin qui est assez long, mais les solutions gagnantes seront aussi implémentées pendant de longtemps. Donc pour un industriel, c'est enthousiasmant, mais un peu difficile dans la durée parce que c'est très long. Avant de vous passer la parole, juste une question à propos des panneaux photovoltaïques. Vous avez fait tous vos business plans sur le silicium. Et pourtant, on commence à s'orienter sérieusement vers les peroxydes. Et donc, ça va peut-être la même chose au point de vue retraitement. Alors, le business plan, il est sur le silicium, mais pas seulement. On l'a vu dans la chaîne de la répartition de la valeur sur un panneau. On a 50% de la valeur d'un panneau qui est sur l'argent aussi. Donc, et avec les perovskites, ce sera pareil. On aura toujours de l'argent et il faut garder en tête qu'un panneau, il est là pour 20 ans. Donc aujourd'hui, on sait que pour les 20 prochaines années, 95% du parc, c'est aussi du silicium. Donc on a 20 ans aussi pour développer des technologies dédiées à la perovskite si on pense que c'est une techno qui va émerger et prendre le marché. Amrou ? Oui, juste une remarque pour M. Parsa. Moi, je pense qu'il serait bon quand même de choisir les unités internationales qui sont le watt crête et non pas le watt. Alors, vous pouvez reprendre la situation qui est proposée par l'unité développée donc à Bordeaux, qui fait 300 mégawatts crête, que les journalistes transforment en c'est un tiers de centrale nucléaire. Non, le facteur de charge est de 15%. Pour les éoliennes, le facteur de charge est 20% en offshore, et quand elles sont en mer, c'est 30%. Donc, il est important à l'égard de tous ceux qui écoutent de ne pas faire une confusion sur des unités qui, traduites ensuite par le grand public, aboutit à des erreurs de lecture, et on additionne des puissances qui n'ont pas de raison d'être, surtout quand on est dans le nord de la France ou dans le sud de la France, et qu'on a des watts crête, on peut les comparer avec l'ensoleillement local et donner une conclusion exacte. Donc je milite pour avoir été président du comité photovoltaïque au niveau français pour qu'on garde les unités internationales. C'est par rapport aux premières figures qui présentaient la puissance, je suppose, installée. Pour être transparent, je les ai pris dans les rapports officiels d'une agence européenne. Je voulais juste illustrer l'évolution en pourcentage du marché. Donc en watt crête ou en watt, l'évolution en pourcentage est la même. Oui, à vous, madame. Bonjour, merci. Je voulais savoir les graphes qui sont utilisés pour des remblais, des assises de parking. À terme, quand on va les détruire, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va recycler ces matériaux? Alors déjà, en termes de traçabilité, chaque lot et chaque utilisation a été tracé avec des coordonnées GPS, des descriptions de l'usage et du lieu d'usage.
Ensuite, ils ont été caractérisés comme acceptables par un milieu naturel au moment où ils ont été mis en place. Il n'y a pas de raison qu'ils évoluent pour devenir pires. Donc, je pense qu'ils sont réutilisables. Et votre question passe à une autre étape, c'est-à-dire un peu celle que l'on a vue sur l'ensemble des sujets. C'est que quand on vient enchaîner les recyclages, on peut avoir des évolutions. Donc là, je joue mon joker aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas été confronté encore à ce type de sortie de matière, de caractérisation des matières. Mais franchement, je ne vois pas de raison pour qu'elles évoluent défavorablement. Allez-y. Bonjour. Je voudrais savoir si les produits du mâche-vert sont imperméables ou laissent passer la pluie, absorbent la pluie. Oui, ils absorbent la pluie, ils ont une certaine humidité, et c'est la raison pour laquelle je vous disais que les usages qui ont été définis donc, par des guides de ce type-là, faits par des organismes gouvernementaux, définissent des types d'usages dans lesquels on va avoir une distinction entre des usages revêtus, où le revêtement est relativement étanche, et des usages recouverts pour lesquels le revêtement, c'est de la terre, et donc qui est elle-même un peu perméable. En revanche, on a pris soin d'exclure l'utilisation de ces matières de zones qui sont à proximité de cours d'eau ou à proximité de zones inondables ou dans des périmètres de captage d'eau potable, par exemple. Bonjour, je me permets un petit complément en espérant ne pas me tromper sur l'éolienne. Il me semble que dans un modèle simplifié, la puissance est proportionnelle au rayon au carré, donc il est intéressant d'avoir des éoliennes de très grande taille, puisqu'en multipliant par 100, enfin 1 mètre, 100 mètres la taille de la pale, on multiplie par 10 000 la puissance, mais c'est un modèle simplifié, peut-être que ce n'est pas tout à fait juste. Et la question concerne la durée de vie. Pourquoi a-t-on des durées de vie entre guillemets aussi courtes, que ce soit pour l'éolienne ou pour la cellule photovoltaïque? Concernant l'éolienne, on est sur un processus mécanique. On peut imaginer des moteurs, donc dans le sens inverse, des moteurs qui pourraient durer une cinquantaine d'années, voire une centaine d'années. Pourquoi on ne peut pas imaginer des éoliennes de cette durée? Et pour la cellule photovoltaïque, même question, tout en sachant que c'est un processus chimique, ça peut mieux se comprendre. Et deuxième question concernant la cellule photovoltaïque, je pense qu'on est sur des rendements de l'ordre de 15%. Ne peut-on pas imaginer une cellule photovoltaïque avec des rendements à 60 ou 70%? Je veux bien commencer sur les éoliennes. Je pense qu'on est dans des industries où typiquement vous designez pour un temps de vie et l'industrie n'existe pas depuis des temps de vie comparables. Donc on va certainement aller vers quelque chose où on va pousser un petit peu la durée de vie des éoliennes existantes. Et comme je l'ai mentionné, une des pistes est certainement de par design essayer d'augmenter la durée de vie des éoliennes. Et comme je vous l'ai mentionné, on voit qu'il y a des actions qui sont à la fois sur les éléments structurels, sur la partie mécanique, et aussi parce que ça affecte la performance au-delà de ce que donnent les modèles simplistes, mais après, dans l'aérodynamique plus fine, la qualité des bords et de l'état des bords est importante, et donc il y a des systèmes dans lesquels les gens renforcent spécifiquement les blocs d'attaque avec des matériaux de encore plus haute performance. Donc vous avez raison dessus. Un point sur les éoliennes, il y a un phénomène qui est en train de se passer et monter, c'est ce qui s'appelle le repowering, et qui consiste à dire on a installé des éoliennes de première génération sur des sites qui étaient avantageux en termes de vent et de situation, et en fait on arrive maintenant à des outils en termes d'éoliennes qui sont plus efficaces, plus puissantes, et donc il y a des fois où on substitue sur des sites qui étaient occupés par des éoliennes et où on démonte des éoliennes pour remettre une éolienne à la même place, juste parce que c'est des sites qui sont avantageux et dont on fait bénéficier des technologies et de motorisation au milieu et de pales autour de nouvelles générations, ce qui pose la question de ce qui a été démonté, est-ce qu'on peut le replacer dans un autre endroit, même si moins avantageux, en tout l'équation économique est intéressante. Ça s'appelle le repowering, et ça contribue au flux de matériaux qu'il va y avoir dans les années à venir. Il y a une question là. Rapidement sur les panneaux, aujourd'hui les panneaux ils durent 20 ans, ils sont désinstallés pour deux raisons, soit
pour de la casse, des grêles, des orages. Et au niveau de la durée de 20 ans, c'est essentiellement des questions de repowering, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, généralement, l'opérateur d'une centrale photovoltaïque, il préfère shifter complètement par des panneaux de nouvelles technologies avec des meilleurs rendements et dont il est sûr que tous les panneaux photovoltaïques sont à 100% de leur capacité, parce que dans le temps, on perd parfois... Le panneau continue à produire, mais il y a peut-être la moitié du panneau qui va être dégradé, parce qu'une cellule défectueuse peut suffire à mettre la moitié d'un panneau en carafe. Jean-Claude ? Oui, une petite réflexion à la suite des exposés qui viennent d'être faits. Est-ce que finalement, la rentabilité du recyclage, sans subvention d'État, ne vient pas des éléments mineurs que vous pouvez obtenir, à savoir... Pour les pales d'éoliennes, c'est les fibres de carbone qui sont précieuses. Pour les panneaux voltaïques, c'est l'argent. Pour les dérivés de l'électronique, c'est l'or. Et puis pour les mâches-fer, c'est finalement le nickel et le cuivre. Pour le photovoltaïque, je suis d'accord. En masse, le verre, c'est 80%, c'est 8% de la valeur, donc c'est absolument pas l'élément majoritaire en poids qui va permettre de faire la rentabilité. Et ce ne sont pas non plus les gate fees qui sont payés par les éco-organismes qui payent le recycleur. Aujourd'hui, si on veut que le recyclage soit rentable, il faut qu'on soit capable d'être fournisseur de matériaux de haute pureté, et c'est ça qui va permettre d'avoir un business model périn dans le temps. Si je peux très brièvement. Sur les composites, je pense qu'on va avoir des situations un peu différentes. Par exemple, sur les réservoirs à hydrogène qui sont essentiellement de la fibre de carbone, c'est sans doute valorisable à haut niveau. Les éoliennes, c'est essentiellement de la fibre de verre. Plus on ira vers des grandes pales, plus il y aura des structures avec plus de fibre de carbone. Sur la fibre de verre, c'est un moteur dans la revalorisation. Mais je pense que, en tout cas, il faut que la réglementation fixe des contraintes. Parce que le temps, de nouveau, c'est toute cette question, c'est que le recyclage à l'échelle ne sera qu'à la fin de vie. Et donc, si on ne déclenche pas par un autre mécanisme, et je pense qu'il n'y a pas d'autre mécanisme que l'incitation politique en mode chinois ou en mode réglementaire, par exemple au niveau européen. En ce qui concerne les mâches-fer et la gestion des ordures ménagères en général, je suis obligé de nuancer, c'est-à-dire qu'on est face à des activités dans lesquelles on doit la continuité du service public, et du coup le modèle comprend une facturation à l'usager, celle que vous payez par l'intermédiaire généralement de votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc les recettes viennent en fait en déduction des charges globales payées par la collectivité. Bien, le temps passe et on est arrivé au bout de le temps qui était réparti pour cette présentation. Vu le succès et le nombre de questions que nous avons eues, je crois que nous avons choisi les bons conférenciers cet après-midi. Je vous remercie pour votre participation et on va passer à la suite.